C'est l'heure du French Wrestling Podcast avec Enzo et Tony. Yo tout le monde, c'est French Wrestling Podcast. On se retrouve pour le 5e épisode et cette fois-ci exceptionnel parce que on a eu quelques problèmes d'enregistrement, quelques problèmes de live. Du coup, je vous fais ça en live, mais en enregistrement, c'est assez compliqué parce que je fais les montages en live, mais je vous le fais en enregistrement. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Voilà, c'est une émission que je vais faire en enregistrement. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de New Japan Pro Wrestling, du décès de Vader et de NXT TakeOver Chicago, les trucs dont on a parlé en live mais qui n'ont pas du tout fonctionné. Du coup, j'ai décidé de carrément annuler le live et de partir sur une vidéo enregistrée. Donc ces vidéos durera entre 30 minutes et 1 heure, suivant comment je parle. Pour l'instant, je serai tout seul, mais il y a possibilité que des fois j'enregistre, mais à plusieurs. Il y a une autre possibilité qui soit que je vous fasse des petites vidéos de 20 minutes, pas plus, où je vous parle de Raw, où je vous parle de SmackDown. Chaque semaine, si cette façon marche bien. Donc si cette façon marche bien, ça veut dire si ceci marche bien, si quand j'arrête cette vidéo, tout marche bien, tout continue super bien, c'est possible. Donc si par exemple cette vidéo que je fais à 23h30 le mercredi 20, si elle est uploadée sur la chaîne YouTube le 21, donc si cette vidéo vous la voyez le 21 sur la chaîne, il y a forte possibilité que je vous fasse des reviews de Raw et de SmackDown toutes les semaines. Alors, donc voilà, French Wrestling Podcast. Donc pour l'instant, je vais juste parler tout vite de Lucha Mania 2 qui se déroulera le 8 juillet 2018 à 17h au Studio Génie. Comme guest, on a Tyler Bate, on a Tyler Bate et Nitro, cette légende du lexique du Mexique, cette légende du catch mexicain. Et on aura donc bien sûr Tyler Bate contre Aigle Blanc, match annoncé, et Tristan Archer face à Senza Volto. On va commencer par la première news, donc on va traiter. C'est la news qui est sortie aujourd'hui, il est mort lundi. Vader, ce grand big man du catch européen, du catch américain, du catch mondial, est mort lundi, je crois, si je ne me trompe pas. Il avait 63 ans et il est mort d'une maladie qu'il a eue. Il avait une maladie par rapport au cœur, si je ne me trompe pas. Il avait annoncé de ça. Il avait annoncé cela il y a 2 ans, comme quoi il risquait de mourir dans les 2 ans qui suivent. C'est ce qui s'est passé. On est tous avec la famille et on leur souhaite bonne chance pour la suite. C'est un grand homme qui nous quitte, un des big men qui a monté, qui a popularisé ce style de catch à la WCW, à la WWE, à la NJPW et surtout à la AGPW. Merci pour tout et on souhaite surtout à la famille, excusez-moi, bon courage et on est tous avec eux. On va parler de la New Japan Pro Wrestling parce que à partir du 15 juillet, c'est le J1 Climax 28. C'est incroyable, je suis hyper hypé par ce Climax personnellement, c'est quelque chose qui me hype énormément. La New Japan Pro Wrestling ont fait un Climax mais de feu de Dieu l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel. Et vu les blocs de cette année, ça risque d'être encore plus exceptionnel. Pour ça, du coup, on va parler des blocs. Alors, dans le bloc A, on a Hiroki, excusez-moi, je ne vois pas bien. On a Tanahashi, on a Makabe, on a Michael Elgins, on a Okada, on a Jay White, on a Yoshihashi, on a Backlog Fale, on a Hangman Page, on a Evil et on a Suzuki pour le bloc A. Un bloc bien chargé avec Elgin, Tanahashi, Makabe, Okada, Jay White, Suzuki, Hangman Page, Evil. Donc voilà, plein de talents qui pourraient marquer la surprise de gagner ce tournoi. Et dans le bloc B, vraiment un bloc encore plus consistant. Un bloc qui risque d'être incroyable. Je vais vraiment essayer de voir tous les matchs du bloc B parce que ça risque d'être incroyable. On a Joyce Robinson, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yano, Kenny Omega, Kota Ibushi, Tamatonga, Tetsuya Naito, Sanada,
et Zack Sabre Jr. Imaginez-vous les matchs de rêve qu'on pourrait avoir. Et ça commence dès le day 1 jusqu'au day 18. Donc en tout, il y a 18 shows où vous pourrez retrouver le bloc A et le bloc B. Ça risque vraiment d'être super. La finale aura lieu, si je ne me trompe pas, le 13 ou 12 août. Je ne sais plus du tout. Je crois que c'est le 13 août. Donc voilà, ça risque d'être un show incroyable, un tournoi incroyable sur à peu près un mois, le tournoi de l'été, le tournoi de l'année. On va voir qui va pouvoir aller à Wrestle Kingdom, affronter l'actuel champion IWGP, qui risque d'être Kenny Omega. Mais après, tout peut changer jusqu'à Wrestle Kingdom qui se déroulera début janvier 2019. Donc ça approche à grands pas. Et là, on va savoir qui sera le challenger numéro 1 pour ce titre. Alors, comment fonctionne le J1 Climax? Le J1 Climax fonctionne par rapport à des points. Chaque match remporté fait gagner un point. Il n'y a rien de plus simple. Et donc c'est des matchs interblocs. Donc, c'est celui qui a le plus de points dans le bloc A et celui qui a le plus de points dans le bloc B qui se retrouveront en finale. Et il y aura une finale bloc A contre bloc B. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire mes pronostics juste après. On va juste parler des matchs qu'il y a dès le day 1. Dès le day 1, on a les deux membres de Chaos qui vont s'affronter. Okada, celui qui a perdu son titre l'année dernière, va affronter Jay White, l'actuel, l'année dernière, au show dernier, va affronter l'actuel champion United States champion de la New Japan Pro Wrestling, Jay White, qui a battu Kenny Omega. Il faut savoir quand même que les deux hommes-là se sont fait battre par Kenny Omega, si je ne me trompe pas, et ont aussi gagné contre Kenny Omega. Et Jay White a quand même pris le titre à Kenny Omega. Donc il peut le faire l'exploit de battre Okada dès ce jour 1. C'est très important. Tanahashi affrontera Suzuki. Michael Elgin affrontera Evil. Bad Luck Fale affrontera le même membre du même clan, Hangman Page. Makabe affrontera Yoshi-Hashi. Donc voilà pour le premier jour qui se déroulera excusez-moi, pas le 15 mais le 14 juillet. Donc voilà, c'est ça pour le day 1. Et pour le day 2, on a... Waouh, déjà rien que cette affiche, ça a été pour moi la meilleure affrontation. La meilleure affrontation. Non, pas l'affrontation. Si, une affrontation. Du J1 Climax 27. Kenny Omega va affronter Tetsuya Naito, un des top face de la compagnie. Naito qui s'est fait battre par Jericho, mais le mec a toujours une popularité incroyable. Ça se déroulera le 15 juillet. Et on a aussi d'autres matchs qui risquent d'être incroyables. En plus de ce match qui est pour moi mon match référence du J1 Climax. C'est le seul match d'un J1 Climax qui apparaît en 6ème position dans mon top 10 de mes matchs préférés. À savoir que mon top 10 des matchs préférés, je vous ferai sûrement une vidéo pour vous parler de ça. Mais mon top 10 de mes matchs préférés est classé par déjà, en fait, c'est beaucoup l'émotion, le in-ring et l'histoire qui est racontée derrière. Et c'est les 3 trucs sur quoi je me classe. C'est pour ça qu'un Jericho, Shawn Michaels, que j'ai adoré en 2009, le ladder match était exceptionnel. J'ai adoré ce match à No Mercy, je crois, 2009 ou quelque chose comme ça. J'ai adoré ce match. Pourtant, ce match ne se retrouve pas dans mon top 10 parce qu'en fait, tout simplement, je n'ai pas connu ce match en vrai. J'ai connu ce match 9-8 ans plus tard. Donc forcément, c'est une chose totalement à part et je ne peux pas avoir la même émotion qu'en regardant un Ciampa Gargano à NXT TakeOver Chicago qui est devenu mon match référence pour moi. Donc voilà, alors pourtant j'ai sûrement vu des matchs meilleurs in-ring, mais techniquement l'émotion et l'histoire racontée, je ne la vois pas pareil. Donc c'est important de dire ça, c'est pour ça que voilà. Mais Kenny Omega, Tetsuya Naito est dans mon top 6, j'ai adoré ce match. J'étais tellement content de voir Naito gagner. Naito qui est un de mes japonais préférés, voire mon japonais préféré avec Tanahashi. C'est vraiment mes deux catcheurs japonais. J'adore. J'adore Naito encore plus que les autres. Et du coup on passe direct au day 17, donc au jour 17. Et le jour 17 c'est pareil, c'est la finale du bloc A. Je suppose que ce sera Tanahashi contre Okada la finale. On verra qui gagnera le plus de points. Mais là, rien que ça, ils se sont frottés il n'y a pas longtemps. Tanahashi est incroyable. Okada a perdu son titre il n'y a pas longtemps. Donc, pareil. Est-ce que Tanahashi peut partir avec une victoire sur Okada? C'est important. Parce que Tanahashi n'a pas réussi à battre Okada alors qu'il l'avait affronté pour le titre. Est-ce que maintenant qu'il a plus son titre, est-ce que Tanahashi fera l'exploit de battre Okada? C'est quelque chose de très rare. Même au J1 Climax, c'est très 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 rare de voir
de voir quelqu'un gagner sur Okada. On a vu Omega l'année dernière qui avait gagné sur Okada et on avait aussi vu Evil, si je crois bien, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, Tanahashi reste quand même une personne, Tanahashi qui reste quand même un catcheur incroyable sur le ring, qui risque de faire quand même beaucoup d'ombre à Okada pendant ce J1, surtout qui sont les deux dans le bloc A. On a aussi Jay White contre Evil qui pourrait être un super bon match. Bad Luck Fale contre Suzuki, un match de bon vieux papa. Makabe contre Elgin qui pourrait aussi être un super match. Yoshihashi contre Hogman Page. Donc voilà, match qui aura lieu le 10 août. Le 10 août. Donc la finale c'est le 12 août. C'est bon, je viens de me rappeler, la finale c'est le 12 août. Et le jour 18. Alors le jour 18, c'est la finale du bloc B. Et là c'est incroyable. C'est des matchs sur des matchs très intéressants. Et là, on a quand même l'affrontement que moi je veux voir à Wrestle Kingdom. J'en parle juste après de mon pronostic, mais vraiment c'est un affrontement que j'aimerais bien voir à Wrestle Kingdom. C'est Omega, Kenny Omega, qui affronte Kota Ibushi. Waouh, Kenny Omega est actuellement dans une de ses meilleures périodes de toute sa vie. Il a gagné contre Okada dans un des meilleurs matchs que j'ai pu voir personnellement et que beaucoup de fans ont pu voir. Donc voilà. Kota Ibushi est pareil, il accompagne Omega, ils ont fait de super bons matchs ensemble, c'est les Golden Lovers, c'est des meilleurs amis dans la vraie vie, c'est des meilleurs amis sur le ring. Est-ce qu'ils vont nous offrir comme Kevin Owens et Sami Zayn des performances incroyables? Je crois bien qu'il y a déjà forcément eu des matchs Omega ou Kota Ibushi, c'est possible, mais est-ce que là ils vont pas donner la performance de leur vie ou est-ce qu'ils vont se réserver pour Wrestle Kingdom 12 si je ne me trompe pas, mais voilà, ça risque d'être exceptionnel. Pour moi, sur cet affrontement, Kota Ibushi prendra la victoire. Kota Ibushi, pour que Kota Ibushi gagne une place, il a quand même battu le champion. Donc Kota Ibushi va être forcément mis devant. Et Kota Ibushi, c'est un peu un ami de Kenny Omega. Donc est-ce que ce match va avoir une réelle histoire? Ça va être vraiment intéressant. Donc on a aussi Tetsuya Naito, Zack Sabre Jr. qui peut être une possible finale du bloc B. Parce qu'il faut savoir qu'il y aura une finale dans ce bloc B. Donc là, on a vraiment deux matchs qui peuvent être deux finales pour ce bloc B. Omega Ibushi et Naito Zack Sabre Jr. Même si je pense pas que Zack Sabre Jr. fera l'exploit de gagner ce tournoi. Personnellement, j'aime pas du tout Zack Sabre Jr. Donc à voir. Mais Naito pourrait être aussi un grand prétendant. Voilà, là vous voyez devant vous, il y a deux matchs, un en dessous de l'autre. C'est dans les deux matchs là, c'est les 4 favoris pour ce tournoi. En tout cas pour moi, c'est mes 4 favoris sur ce tournoi. Même si j'aime pas Zack Sabre Jr., j'avoue. Zack Sabre Jr. est un de mes favoris. Omega, Ibushi, Naito, Sabre. C'est vraiment mes favoris pour ce tournoi. Même si lors du bloc B, comme on peut voir ici, Tanahashi, Okada pourraient faire de super prétendants pour le IWGP Heavyweight Championship. Suzuki aussi pourrait être un super prétendant, même si Suzuki commence à prendre de l'âge et je le vois plus trop revenir au main event. Pour revenir sur ça, donc on a aussi Joyce Robinson qui pourrait faire aussi l'exploit de réussir. Joyce Robinson qui a un talent incroyable, mais Joyce Robinson je le vois plus sur le titre United States. Peut-être qu'il y aura une défense de titre du titre US lors de la finale du J1. On espère pour voir Joyce Robinson prendre le titre à Jay White, ce serait vraiment super. Et Hiroki Goto qui vient. Voilà, c'est déjà bien. Il vient. Non, je rigole. Je suis peut-être méchant avec Goto, mais depuis que je regarde la NJPW, Goto m'a pas énormément prouvé ce qu'il sait faire, quoi. Il a le titre Never, je crois qu'il a repris le titre Never à Elgin. Bah voilà, quoi, c'est cool, quoi. Le triple threat match était très bon, même si c'est pas dans l'habitude de la New Japan Pro Wrestling. Mais voilà, ça va. On a Ishii qui fera face à Sanada, qui risque aussi d'être un super bon match. Et on a Yano qui fera face à Tamatonga. Donc voilà. Pour mes pronostics, vraiment, là, je vois Kota Ibushi gagner sur Omega. Et pour le jour 17, je vois Okada. Okada ou Tanahashi, les deux pourraient gagner pour aller vers la finale du J1. Et en finale du J1, donc je n'osais pas préparer de visuel, mais je vois Kota Ibushi contre Okada dans un magnifique match entre les deux.
remporté par Kota Ibushi. Kota Ibushi ferait l'exploit en moins de 2 jours de battre. Donc Kota Ibushi ferait quand même l'exploit de battre en 2 jours Kenny Omega et Okada. Et là, c'est là où on voit que Kota Ibushi peut être au devant. Moi, je veux vraiment que Kota Ibushi soit. Ce tournoi est fait pour lui. Il a tellement de dream match à faire. Je veux vraiment que Kota Ibushi soit. Kota Ibushi. Ibushi, ouais, c'est une bougie. Kota Ibushi soit en haut de ce climax cette année. Il le mérite. Et pour moi, si Kota Ibushi ne gagne pas ce climax, je pense que je serai déçu. À part si c'est. En vrai, Tanahashi, Naito. Tanahashi, Naito, Kota Ibushi, j'ai vraiment envie de voir ces trois-là contre Kenny Omega un jour ou l'autre. Mais vraiment, en main event de Wrestle Kingdom, Kenny Omega contre Kota Ibushi, ça peut être très très bon. Et pourquoi pas voir un petit Okada. Pourquoi je suis en train de réfléchir, ça pourrait être bon. Un petit Okada contre Chris Jericho. Ça ferait bien kiffer. Je pense que ça ferait bien kiffer beaucoup de fans. Okada contre Chris Jericho pour le Intercontinental IWGP Championship, ça pourrait être très très bon et personnellement c'est un match qui m'intéresse et que j'aimerais bien voir. Donc voilà, ça serait vraiment cool de voir en tout cas Ibushi, je fais toujours la faute, Ibushi gagner ce Giant Climax le 28. Et on regardera ça attentivement et on fera une review chaque semaine. On va passer à NXT TakeOver Chicago. Quel show, pour moi, un des meilleurs NXT TakeOver que j'ai pu voir, même si les autres ne pensent pas pareil. C'était un incroyable show. Et pour moi, c'était vraiment un des meilleurs shows de l'année pour la WWE déjà sûr. Même si Royal Rumble était bon. Je trouvais Royal Rumble très bon. Voilà, ce NXT TakeOver Chicago était incroyable. Juste 2 matchs où j'ai eu un peu de déception, même si le Black Sullivan m'a quand même plu. Quoi. Il n'était pas si mauvais que ça, mais voilà. NXT TakeOver Chicago, c'était un super show. Et on commence avec l'opener. Quoi de mieux qu'avoir un putain de match entre Undisputed Era contre Danny Burch et Onel Lorcan. Incroyable tag team. Burch et Lorcan, c'est vraiment des gars qui envoient quoi. Ils sont stiff, ils sont aériens pour Lorcan qui a fait quelques moves aériens, c'était cool. Ils sont stiff et moi ils me font beaucoup penser à Cesaro. Un peu un style européen. Il y a quand même un style européen, même si on n'en parle pas souvent. Il y a quand même cette. Et on le voit, les Anglais sont très stiff, très coup d'avant-bras, très manchette à l'européenne. C'est le but, c'est une manchette à l'européenne. Donc je pense vraiment qu'il y a vraiment un style très stiff en Europe. Et Danny Burch, pour moi, Danny Burch, son style de catch, c'est le style européen. Pour moi, en tout cas, je vois bien Danny Burch avec la référence du style américain, vraiment. Ça serait vraiment très cool. Sur ce match, on a vraiment eu un match de 15-20 minutes incroyable, spot sur spot. Waouh, on doit en parler juste 2 minutes. Kyle O'Reilly est extrêmement incroyable. Le mec est juste une bombe dans un ring. Je déteste les submission guys, je déteste les submission match. C'est pour ça que je n'aime pas Zack Sabre Jr. Je trouve que c'est trop de soumission et il vend très peu. Mais là, voilà, ça c'est un avis que je vais me faire démonter dans les commentaires, je le sens direct. Mais voilà, là, Kyle O'Reilly, ce mec est incroyable. Ce mec ressort du lot dans le Undisputed Era, il faut vraiment l'avouer. Il y a Adam Cole juste au-dessus de lui, mais vraiment, Kyle O'Reilly sort du lot. Personnellement, Kyle O'Reilly m'a touché. Contrairement à Bobby Fish, qui j'ai même pas envie de le voir retourner dans la team. Parce que je suis très content d'avoir Roderick Strong à sa place. Pareil, Roderick Strong était très fade. J'aimais pas beaucoup Roderick Strong il y a de ça quelques mois quand il était face. Je l'ai commencé à aimer quand il était avec Jude. Je trouvais qu'il faisait vraiment de bons matchs et qu'il avait comment on peut appeler ça, il avait une gimmick qui commençait un peu à se développer, même s'il a jamais vraiment eu de gimmick. Mais là, avec Undisputed Era, il est à fond dans son rôle. Il est encore plus stiff que d'habitude. C'est incroyable. Il est super. Il est vraiment super. Et quand ils veulent, même si là c'était le public de Chicago, donc c'était dommage. Quand ils veulent, ils apportent de la hit dans le match. Même si là c'était le public de Chicago, la hit était plus envers Burch et Lorcan, même si j'ai pas trop compris pourquoi. Mais voilà, c'était un match incroyable. J'ai cru à des adieux à la fin, vraiment, quand la musique d'Undisputed Era s'est coupée et qu'on a vu Burch et Lorcan discuter, être au milieu du ring et se faire applaudir par la foule. J'ai cru un adieu, mais non, en fin de compte,
je ne pense pas, on verra ça lors des épisodes d'NXT, donc dans une semaine, parce que c'est pas cette semaine qu'on va nous dire beaucoup de choses. Mais voilà, c'était un match incroyable. Moi, j'ai adoré ce match. Vraiment, je les trouve tous énormes. Et ouais, la foule de Chicago était à fond. Et voilà comment faire un bon match tag, quoi. C'est au-dessus du niveau et c'est vraiment un truc incroyable. Un des meilleurs match tag de NXT avec les DIY, Authors of Pain et Revival. Quand il y avait cette période. Là, on est vraiment un level au-dessus. Danny Burch et Oney Lorcan ont vraiment donné tout. Et tout. C'est vraiment super. Maintenant, je suis pressé de voir ce qu'Undisputed Era ou les possibles nouveaux champions à voir. Parce que là, il y a eu le UK Tournament. Et lors du UK Tournament, il y avait Tyler Bate et Trent Seven qui affrontaient Undisputed Era. Est-ce qu'ils sont nouveaux champions? On va le savoir. Mais j'aimerais bien savoir si eux ou Undisputed Era vont partir sur quelle rivalité. Même si je vois bien TM61 ou. Ouais, TM61, ça serait cool. TM61 ou War Raider. War Machine, excusez-moi. Moi, je les appelle toujours War Machine. Hein, pas War Raider, c'est nul. On enchaîne avec un autre magnifique match. Je vous ai mis pour moi un des spots de ce match parce qu'il est juste incroyable. Waouh, quel match! La construction est parfaite. À noter que Valve Team Dream est arrivé en mode Hulk Hogan, mais avec un pantalon Prince Puma. Assez marrant quand même de se dire que Patrick Clark a été démoli, a été vraiment démoli par Hulk Hogan lors de Tough Enough. Donc je dis Patrick Clark parce que c'est pas les mêmes. Il l'a dit dans sa promo. Ils sont pas les mêmes. Mais voilà, Patrick Clark s'est fait défoncer dans Tough Enough par Hulk Hogan si je me trompe pas. Hulk Hogan a été viré de la WWE pour des propos racistes. Ça c'est marrant qu'un Afro-Américain vienne sur un ring avec la tenue de Hulk Hogan. Et petite encore marque le mec est toujours habillé dans la rivalité qu'il fait. La preuve, son pantalon c'était un pantalon de l'ami Prince Puma, donc le personnage de Ricochet à la Lucha Underground. Et voilà, pareil, magnifique entrée pour Ricochet. Oui, Ricochet, avec une magnifique entrée un peu avec des aigles, des ailes d'aigle, c'est dur à dire, des ailes d'aigle qui étaient vraiment magnifiques. Sa tenue était superbe, les deux tenues étaient superbes. C'était vraiment un match de WrestleMania limite. L'alchimie entre les deux est superbe. Le début du match était très lent. J'ai trouvé ça très lent, mais ça s'est vite dynamisé. C'est là où on voit que Ricochet est un talent incroyable et que Velvet Team Dream aussi. Et là, c'est là où je reste sur ma fin, c'est que le match était parfait. Hein. Le match était vraiment super bon, un 4,5 étoiles sur 5, je pense. Le match était superbe, l'alchimie entre les deux était superbe, mais c'est Ricochet qui a gagné. Et là, je me demande, bah ok, c'est Ricochet qui a gagné. Et bah il va où Velvet Team maintenant? Et j'ai un peu de mal, c'est sur ça en fait. C'est Velvet Team Dream, où il va maintenant? Ok, Velvet Team Dream fait comment on appelle ça? Velvet Team Dream fait des bonnes rivalités. Mais il en a fait deux en vrai, des bonnes rivalités. Aleister Black et Ricochet. Maintenant, où il va aller? Est-ce qu'il va encore avoir une rivalité de transition comme il a pu avoir avec Kazuchika? On ne sait pas, mais voilà, sa seule vraie victoire a été contre Kazuchika et personne d'autre. Il a réussi à avoir une victoire sur personne d'autre parce que Ricochet l'a battu. Aleister Black l'a battu. Donc voilà, on est un peu dans c'est très mitigé avec Velvet Team Dream parce que en plus pour moi, ils arriveront plus à faire à booker Velvet Team Dream en roster principal que Ricochet. Donc ça me choque encore plus de savoir que Ricochet est plus push alors qu'au roster principal forcément ce sera Velvet Team Dream qui pour moi réussira le mieux. On a eu ce débat dans le dernier French Wrestling Podcast. Parce que, en fait, je me posais la question. Ricochet, ça ne marchera pas dans le roster principal. Pour moi, ça ne marchera pas. Et même si Velvet Team Dream, ça risque de ne pas marcher, Velvet Team Dream marchera encore mieux. Malheureusement. Pareil, si on parle des spots de la fin, je crois que c'est Ricochet qui fait une descente du coude. Elle passe, mais voilà. Et ensuite, tu as Velvet Team Dream, je crois, qui veut refaire une descente du coude, mais il est hyper loin. Il est vraiment Ricochet à l'autre bout du ring, limite. Il l'a fait quand même. C'est surtout les finishes dont je me rappelle. Velvet Team Dream est pareil, presque à l'autre bout du ring. Vraiment, il y a plus de la moitié du ring qui les sépare. Et Ricochet s'en fout. Shooting Star Press sur Velvet Team Dream qui est hyper loin sur le ring. Il est à l'opposé du coin où il veut faire son Shooting Star Press. Le Shooting Star Press passe de très peu. Mais c'était magnifique. C'était un move magnifique. Victoire de Ricochet. Quel magnifique match.
pour conclure je pense qu'on conclura cette rivalité. Et je pense que Ricochet va sûrement se tourner vers le titre nord-américain. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Mais attends, le titre nord-américain, c'est un peu le titre du Canada du coup. Bah ouais, non, non, c'est le titre Amérique du Nord. Non, mais parce que on dit souvent que c'est le meilleur catcheur nord-américain. En parlant d'AJ Styles, Kenny Omega, parce que c'est des Canadiens. Mais non, en fait, non, non, c'est nord-américain. Ouais, ok, ok, c'est un débat qui n'y a pas lieu d'être. Mais voilà, pourquoi pas Ricochet, Velvet Team Dream, ou un des deux ou les deux sur le titre US, le titre nord-américain, ça pourrait être vraiment, vraiment chouette. On passe au match féminin. On a là un match que j'ai trouvé mais totalement dégueulasse. Shayna Baszler contre Nikki Cross. Je trouve que les deux catcheuses sont hyper sous-estimées, surestimées. À part Nikki Cross. Nikki Cross est surestimée, mais que quand elle est en solo. Quand elle est avec Sanity, c'est bien. Mais quand elle n'est pas avec Sanity, et bah ça coince quoi. Ça coince énormément. Et Nikki Cross, je la préfère en manageuse, un peu comme Selena Vega. Je manage, c'est encore pire. Je fais la manageuse de mes catcheurs, donc là de Sanity en l'occurrence. Et par contre, quand il y a un spot à prendre, quand il faut tomber sur un gars, je tombe sur un gars. Quand il faut lui faire une prise, je fais une prise. Mais je suis pas en rôle de catcheuse. Selena Vega a dû catcher quoi une fois parce qu'elle a fait un mix match. Non, elle a catché deux fois, je crois. Une fois contre Candice et une fois dans un mix match avec Almas contre Gargano et Candice. Mais voilà, là, j'ai eu énormément de mal. Nikki Cross, Shayna Baszler, c'est très dur. C'est très, très, très dur comme match. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des prises du sommeil tout le long du match. Euh, Quelque chose que Shayna Baszler ne réussit pas du tout, alors que Ronda Rousey réussit superbe dans le roster principal, c'est s'améliorer. Je vois aucune amélioration de Shayna Baszler au long de sa carrière. Je vois aucune amélioration, alors que Ronda Rousey en deux matchs, elle s'est énormément améliorée. Beaucoup aiment Shayna Baszler, je la trouve horrible, mais vraiment je la trouve horrible. Ronda Rousey, je la préfère largement. Shayna Baszler, je la trouve, j'ai vraiment du mal avec elle. Pourvu qu'on change de championne, peut-être que la gagnante du triple menace qui aura au UK Tournament gagnera le titre. Je l'espère. J'ai les spoils, hein, mais je l'espère. Non, c'est bien pour vous dire que je le sais, mais je l'espère quand même. Donc là, du coup, on a Shayna Baszler qui affronte soit Isla Dawn, soit Toni Storm, soit Kyler Kelly. Kelly Kyler, je crois, ou Kyler Kelly, oui, c'est ça. Normalement, il devait avoir un Fatal 4-Way avec Ginny, sauf que Ginny a une blessure lors du premier match. En fait, il y a eu deux essais. Il y a eu un premier match qui a duré 5 minutes où Ginny s'est directement blessée. Et du coup, il y a eu un deuxième match qui a été remporté par. Eh ben non, vous avez cru que j'allais vous le dire. Non, mais voilà, il y a eu un deuxième match quelques minutes plus tard, après l'annonce de Triple H pour le NXT UK. Je pense qu'on fera une vidéo exprès pour en parler. Mais voilà, c'était vraiment bon. Je sais pas pourquoi je dis ça. Là, je parlais d'un truc, je voulais juste dire quelque chose. La seule phrase qui m'est passée par la tête, c'était vraiment bon. Alors que pas du tout, c'était horrible. La fin est encore pire. Donc Shayna Baszler porte une prise de sommeil à Nikki Cross. Et Nikki Cross s'endort. Bah ouais. Ok, tu la portes bien. Shayna Baszler, tu la portes bien. On voit qu'elle est bien portée ou quoi, mais tu la portes bien, ok. Mais non, en fait, non, c'était nul comme fin. Faites une autre fin. Shayna Baszler, recrouvez-la. On s'en fout, c'est Nikki Cross. C'est Nikki Cross, tu veux qu'elle fasse quoi de plus? C'est pas elle qui va avoir un push en solo dans la mid-card. Bah, dans le main roster. Pourquoi ils ont pas fait ça en fait? Je me pose bien fortement la question. Parce que c'était nul quoi. Et la fin a suivi quoi. C'était vraiment nul à chier. Mais voilà. On passe au prochain match. C'était le match pour le NXT Title. C'était Aleister Black contre Lars Sullivan. Alors au début, on part sur la même construction qu'à Paris. Un match où Lars Sullivan domine un peu plus. Où il y a à peu près les mêmes spots. Donc par exemple le moonsault de la deuxième corde à l'extérieur. Moonsault que Aleister Black fait souvent. Il ne passe pas comme à Paris, même si là je l'ai trouvé largement mieux. Parce qu'en fait, bah, c'était plus réel en fait. Quand il a fait le moonsaut, Lars Sullivan a rattrapé Aleister Black, mais un peu en partant en arrière quoi. Et je trouvais ça cool.
Donc là, voilà, on avait ce genre de spot, ou le genre de spot où Aleister Black est à l'extérieur, il veut sauter sur un troisième corps ou un truc du genre, et Lars Sullivan donc le prend par la tête ou par les épaules ou un truc comme ça, le fait sauter et le prend pour faire son finisher. Voilà, tous des trucs comme ça, c'est intéressant à voir. Mais voilà, le match était plus long et plus intéressant, largement plus intéressant. Même si ça fait partie d'un des matchs que j'ai le plus détesté de la soirée. Même si j'ai quand même bien aimé le match. Il y a eu des spots très intéressants, comme là on peut voir le stomp, le double stomp, je crois qu'on appelle ça comme ça, d'Aleister Black sur le dos de Lars Sullivan qui est par terre. Voilà, on peut voir une construction un peu plus comme ça, qui est très cool, hein. Ça reste très très cool. C'est un bon match. L'alchimie est très bonne entre les deux. Il y a vraiment une alchimie qui se crée. C'est vraiment très très intéressant entre Lars Sullivan et Aleister Black. Je pense pas que la rivalité va continuer, mais si un pas au Gargano sur Aleister Black, ça serait vraiment vraiment super chouette. À noter la fin où la fin mais complètement horrible. Mais pourquoi ça fait 2 matchs que vous faites une fin horrible? Bon, même si la fin ça allait, c'était plus les quelques prises avant. Aleister Black fait un Black Mass sur Lars Sullivan qui passe à 5 mètres. Vraiment, hein, le Black Mass passe à 5 mètres. J'abuse un peu. Mais le Black Mass passe presque à 5 mètres. Et, le pied il touche pas quoi. Et Lars Sullivan il le vend. Lars Sullivan c'est comme dit normal. Une prise ne passe pas, il le revend. T'avais juste Aleister Black qui lui refaisait un. Après, est-ce qu'ils allaient pas se mélanger? Après, il faut communiquer, tu vois. Parce qu'en fait, tu lui fais un Black Mass. Lars Sullivan tombe, il se remet direct debout. Alors, il tombe pour se remettre debout alors que la prise est botchée. Je sais pas si. Je crois que c'était prévu, hein, c'était pour montrer la résistance de Lars Sullivan. Mais je pense que Lars Sullivan n'a pas trop bien compris. Ça se trouve, moi, il y a des gens qui pourraient penser que Lars Sullivan est tombé, mais il a fait non, mais en fait, je veux pas le vendre. Du coup, je vais me remettre debout. Bon, à partir de là, voilà. Delete. On supprime ce moment. Aleister Black revient. Donc pareil, il voit Lars Sullivan se relever. Et là, Black Mass qui passe. 1, 2, 3, le tombé. Lars Sullivan perd ce match. Aleister Black reste champion. Donc est-ce que, après s'ils auraient communiqué, ça aurait peut-être marché. Mais est-ce que Black l'aurait dit ne vend pas, tu vois? Est-ce que Black n'aurait pas, ou est-ce que Lars Sullivan n'aurait pas mieux fait de ne pas vendre le premier Black Mass? Comme ça on voit, et genre, il y a un truc tout simple. C'est de vendre en fait. De pas vendre le coup, mais vendre le fait que le coup n'est pas passé. Par exemple, le coup il passe à 5 mètres, tu le vois, tu le sens en match. Après, il faut avoir le temps de réfléchir, mais Lars Sullivan peut faire style de l'avoir frôlé, tu vois. Et là, Aleister Black voit qu'il n'est pas couché. Aleister Black en refait un où là, Lars Sullivan se couche, mais il se relève direct pour montrer sa résistance. Il se couche même pas, tu vois. Il s'agenouille un peu, quoi. Et là, il le relève et il lui refait un Black Mass qui passe. Je pense que ça aurait été mieux de faire comme ça. Comme ça, en plus, on aurait pu voir un peu un contre de Lars Sullivan qui aurait pu faire un peu monstre, encore un peu plus monstre. Genre, ah bah celui-là n'est pas passé, tu vois, je suis Lars Sullivan quand même. Tu me le passes pas. Donc voilà, à voir, à voir, à voir. Et là, on passe au main event où j'aurai encore beaucoup plus de choses à dire. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. J'avais détesté leur première rencontre à New Orleans. Ils ont eu un 5 étoiles. J'aurais mis un 1 étoile. Vraiment, je l'ai trouvé ennuyante, horrible. Horrible. Tout ce que tu veux, c'était vraiment nul à chier. En tout cas pour moi. Donc pour moi, je tiens à préciser. Et là, on avait un autre registre. Une autre histoire qui était complètement racontée d'une autre façon. L'histoire, c'était... c'est un street fight. Ok, c'est un combat de rue. Je m'en bats les couilles. J'utilise tout ce que je veux. Et Gargano, il a bien suivi les conseils de sa copine. Parce qu'il a croisé Candice LeRae dans les vestiaires juste avant le match. Et elle lui a dit Your kick ass. Donc en gros, nique-lui le cul quoi. Tape-lui le cul, kick. Bah ouais, botte-lui le cul. Botte-lui le cul quoi. Et bah il l'a bien fait quoi. Il a utilisé tout possible. Et il y a eu donc là, comme vous pouvez voir, des béquilles qui sont utilisées. Il y a eu des tables. Non, il n'y a même pas eu de table. Qu'est-ce que je dis? Des échelles. Il n'y a pas eu d'échelles. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? Il y a eu des escaliers, des chaises. Il y a eu un panneau stop. Alors ça faisait longtemps. Et la construction était superbe. En vrai, c'était superbe la façon que c'est fait. Donc en gros, pour vous expliquer, ils arrivent à aller un peu à l'extérieur. Et là, ils vont vraiment jusqu'au fond. Pareil, il y a un spot qui est super là-bas. Ils vont vraiment jusqu'au fond presque, où il y a la porte d'entrée et tout. Et il y a un fan avec une grosse pancarte avec le logo quoi, le logo de Johnny. Donc le mec qui fait un clin d'œil. Et là, Tommaso Ciampa qui était en train de dominer prend l'affiche et essaie de la déchirer. Et là, il voit que ça se déchire pas. Il trouve ça bizarre et elle est grande. Et là, bah, du coup, Gargano a le temps de revenir, lui donner un petit coup et tout. Et là, Gargano, il éventraille
la pancarte, il la coupe en deux limite, mais au milieu, pas coupé en deux, pas coupé en deux. Il la sépare en deux l'affiche et en fait au milieu il y avait un panneau stop, un gros panneau stop en métal qui était là. Donc là il le tabasse de coups panneau stop et tout. Gargano il monte un étage plus haut, il lui fait un splash depuis un splash, je sais pas si on appelle ça un splash, mais il lui saute dessus quoi, un crossbody ou un truc comme ça, je dois s'appeler ça comme ça, un truc comme ça. Voilà, il lui fait ça depuis assez haut, c'était assez cool comme spot. Mais voilà, les deux catcheurs étaient putain de stylés. Thomas aussi pas comme Stéphane Hadji devrait rester tout le temps en habit de militaire comme ça, c'est superbe. Et Gargano aussi quoi. Bah Gargano non c'est mieux de l'avoir en slip parce que c'est Gargano, c'est un face ou quoi. Mais Ciampa est magnifiquement heal quoi. L'histoire racontée avec Ciampa est incroyable. Il est vraiment Ciampa, il n'y a pas de domination, il y a pas vraiment de tout ça, mais le match est quand même extrême quoi. Le match, il y a quand même du in-ring, mais il est quand même extrême, quoi. Et là, la PGRA, on a du mal avec la PGRA, hein. La WWE, ils sont pas très contents. Non, mais voilà. Comme c'est ça le cas, je l'ai dit plusieurs fois dans leur émission, on voit que c'est quand même un booking de Triple H. On voit que c'est Triple H qui le book parce que c'est un nid à histoire, en fait. Ce match, techniquement, me fait penser au Shawn Michaels Triple H. En un peu moins hardcore parce qu'ils n'ont pas trop le droit je pense, mais en vrai dans la construction c'est un peu Shawn Michaels Triple H. Il y a quand même un peu de work rate, je sais pas si, je crois que ce mot work rate veut dire un peu de in-ring, en gros il y a quand même beaucoup de work rate, je crois que ça se dit, ouais, il y a quand même un peu de je vais utiliser le terme work rate. Pour moi pour l'instant work rate ça veut dire in-ring, il y a quand même beaucoup de prises stylées in-ring quoi, donc il y a beaucoup de work rate, mais il y a aussi de l'extrême, il y a aussi de l'hardcore. Et bah Shawn Michaels Triple H c'était un peu ça, il y avait quand même des qualités athlétiques exceptionnelles dans leur match. Le ring était au rendez-vous, mais il y avait aussi du hardcore quoi. C'était assez hardcore. Donc c'est vrai que Shawn Michaels Triple H pourrait me faire penser un peu à ça. Et voilà. Là vraiment on a un match extrême où ça part en couille et il y a un truc qu'on ne voit pas assez souvent. On a dû le voir 3 fois à la WWE en tout cas dans ces 10 dernières années. Même pas parce que c'était en 2010. Ouais, si. Ces 10 dernières années, c'est le ring qui est carrément enlevé. Donc on l'a vu où Undertaker, Brock Lesnar et les seul match. On a vu dans ce match. Et on a vu à l'arrivée de Nexus vraiment pareil. Ciampa démonte le ring. Démonte le ring. Façon de parler. Il enlève la toile noire. Il enlève la mousse, la mini mousse. Et là en vrai, c'est là où ça te montre que le catch, pas faux quoi. Le catch, c'est le catch. Le catch, ça peut blesser. Parce que t'as ça de tapis, t'as rien. Tu as rien de tapis. Tu le vois sur l'image, c'est super chouette. Il enlève le tapis blanc aussi. Il enlève ensuite rien, parce que c'est du bois après. Et vraiment, il laisse une partie du ring comme ça. Le ring est en bordel et tout, pas possible. Sauf que là, Ciampa, donc c'est là où il y a les moments marquants qui sont vraiment chouettes. C'est où là, tu vois qu'il y a une rivalité qui se raconte. Et la rivalité est racontée jusqu'au bout. Ciampa amène Gargano sur le stage. Il lui prend la tête et il va fracasser la tête de Gargano dans le stage comme il avait fait à NXT TakeOver Chicago de l'année dernière, donc 2017. Il va faire pareil avec la tête et tout. Il va l'emmener dans le stage et tout. Et là, c'est là où la symbolique va commencer. Vraiment, ça va être une image hyper symbolique. T'as Ciampa et Gargano qui montent sur une structure de boîtes, quoi, de boîtes à arrangement, les boîtes bleues là que tu vois en métal de la WWE, des boîtes, pas des boîtes à rangement que tu as dans ta chambre, des boîtes à rangement de la WWE quoi. Ils montent dessus, hein, c'est assez haut quand même. Il y a des tables en dessous avec je sais pas quoi, avec des objets et tout. Il y a des tables en dessous. Et là, je crois que c'est là où Ciampa prend l'alliance de Gargano et la balance. Donc, ça aussi, super moment, hyper épique en sachant que Candice, LeRae et Gargano, bah, ils sont ensemble. Mais ils se connaissent très bien. Hein. Gargano, LeRae et Ciampa, c'est vraiment tous des meilleurs amis. Gargano, Ciampa, c'est des meilleurs amis. Donc voilà, donc Candice connaît forcément Ciampa, donc voilà, c'était un peu marrant la symbolique parce que Candice LeRae s'est vraiment mêlé de la rivalité tout au long. Voilà, il y a une belle petite symbolique qui était vraiment cool. Mais voilà, donc il prend l'alliance, il la balance. Sauf que là, Gargano arrive, Gargano le prend. Donc pareil, comme Ciampa avait fait à NXT TakeOver Chicago 2017. Donc Gargano le prend en je sais pas trop quoi, derrière le dos, comme Ciampa avait fait à NXT TakeOver Chicago. Je n'ai pas l'image, j'ai pas pris toutes les images. C'est dommage parce que ça aurait pu vous illustrer, mais voilà. Il le prend comme à NXT TakeOver Chicago. Hop, il le prend pour l'exploser dans les tables. Ciampa est dans une merde pas possible. Sur la table, et là pareil, la même symbolique qu'à NXT TakeOver Chicago.
Sauf que là, c'est pas une table des commentateurs, c'est des box, des grosses box. Gargano se met assis, donc Gargano se met assis sur les grosses box. Et genre, il prend sa tête il prend sa tête dans ses mains, et il réfléchit et tout. Et là, c'est là où il y a la symbolique. Pendant facile, au moins 5 minutes, il se passe ça. Tu vois les ambulances arriver pour aider Ciampa et tout. Sauf que là, Gargano, non. Il regarde la foule et la foule dit continue, continue, continue. Et bah, Gargano, il y va. Il prend la civière, il l'emmène. Il l'emmène jusqu'à à peu près jusqu'à dans le ring. Pendant ce temps, il y avait des menottes qui étaient sorties. Donc Gargano, voilà, non. Est-ce que les menottes ont déjà été utilisées avant? Non, les menottes sont utilisées là quand il ramène la civière, je crois. Il lui attache les mains avec les menottes. Ok, il le remet sur le ring, il fait sa soumission, sa soumission hyper truc et tout. Ciampa tape, sauf qu'il n'y a pas d'arbitre parce que l'arbitre est KO, je crois. Ou je crois qu'il y a un truc comme ça, genre l'arbitre est KO. Parce que bah, bien sûr, Gargano, Ciampa, ils s'en battent les couilles. Ils tapent tout le monde, que ce soit l'arbitre, les officiels et tout. Donc les officiels qui viennent arrêter un peu et tout. Et là, Ciampa se remet. Donc là, Gargano est tenu et tout, il se sépare un peu. Et, là, je crois que Ciampa est remis debout par l'arbitre ou un truc comme ça. Et sauf que bah, Gargano le fait le tour. Je pense qu'il voulait se mettre sur la troisième corde. Mais du côté où le bois est cassé. Ou du côté où il n'y a pas la mousse. Où il n'y a pas le tapis. Vraiment le côté où il n'y a que du bois. Et bah, il arrive par là. Et Ciampa, il arrive avec ses menottes. Et hop, DDT. Et là, 1, 2, 3, il a gagné. DDT sur du bois. Donc imaginez-vous quand même, c'est là où tu te dis que ce match est tellement ouf que même si le final est un peu gâché, même si on peut pas dire ça, parce que techniquement c'est du bois, t'as une tête sur du bois, il peut avoir vite une commotion cérébrale, mais ça c'est des blessures qu'on passe pas forcément nous les fans. Mais voilà, hop, DDT sur le bois, c'est quand même un DDT, c'est une prise très courante, et bah pourtant c'est une prise que tout le monde était content de voir pour cette fin de match, et voilà, si Ciampa remporte le match. Donc pour l'instant sur les 3 matchs qu'ils ont eu, parce que oui ils ont eu 3 matchs, techniquement pas dans la rivalité mais en tout dans leur vie ils ont eu 3 matchs, donc 2 remportés par Gargano. Donc au Cruiserweight Classic et bon, même si on ne compte pas le Cruiserweight Classic, mais et à New Orleans. À New Orleans, Gargano a gagné, la Ciampa a gagné. Est-ce qu'on va avoir une revanche à NXT TakeOver Brooklyn 4? On l'espère, c'est le 4 je crois, hein, le 3, non, c'est le 3 ou le 4. Voilà, on l'espère dans un match avec une plus grosse stipulation. Pourquoi pas un Hell in a Cell match, un Steel Cage match, un match comme ça qui pourrait être cool. Pourquoi je prends cette voie-là? Non, vraiment, il y a forte possibilité de faire des rivalités bien intenses, bien encore plus intenses et tout. Et vraiment à voir ce que ça donne. Mais moi j'aurais préféré voir Ciampa ou Gargano se diriger vers le NXT title. Et vraiment, et c'est là où j'ai mis une publication sur Facebook et je voulais absolument en parler. Et bah j'ai peur pour Gargano dans le futur quoi. J'ai extrêmement peur pour Gargano dans le futur. Bah Gargano il va arriver dans le roster principal et il va faire quoi. C'est le genre de mec, faut absolument push parce que Gargano c'est limite pour moi le meilleur catcheur au monde actuellement. Le mec t'offre des 5 stars à chaque NXT TakeOver, il t'offre une rivalité incroyable, il t'offre un match incroyable avec Almas, donc ces deux rivalités là, Gargano Almas et Gargano Ciampa sont juste magnifiques. Gargano c'est une putain de top star et est-ce que c'est pas en tout cas le plus grand catcheur américain? Pour moi oui, pour moi c'est le plus grand catcheur. Pour moi, si je ferais un top 3 de mes catcheurs, de mes catcheurs, non, mais des catcheurs, les catcheurs qui sont en ce moment les plus grands au monde, donc vraiment les catcheurs qui sont au-dessus de tout le monde, vraiment, c'est les meilleurs catcheurs au monde. Voilà, je vais chercher le mot. Il y aurait Omega, Gargano, Okada. Voilà, moi, ce serait mon top 3 pour moi. Mon top 3 des meilleurs catcheurs au monde actuellement. Gargano a un stade où il est juste incroyable dans tout ce qu'il fait. Gargano est vraiment magique. Donc vraiment, j'espère quelque chose pour lui de cool au roster principal. Mais le mec est tellement over. On a vu lors du match Roman Reigns Jinder Mahal. Le mec est tellement over que je pense que ça fera comme Daniel Bryan. Au début, Johnny Gargano sera en upper mid-card, en mid-card, pas plus. Et les fans vont tellement réclamer que ça va faire comme Daniel Bryan. Ils seront obligés de le mettre en main event. Et pour moi, Gargano, c'est possiblement la plus grande star des 20 prochaines années. 10, 20 prochaines années. Ça peut être le nouveau Shawn Michaels. Clairement. Clairement, pour moi, il y a Rollins qui est en train de marquer l'histoire. Gargano, pour moi, pourrait être le deuxième Rollins. Quoi. Le mec pourrait marquer l'histoire comme c'est pas possible. Il y a beaucoup de catcheurs il y a peu de catcheurs qui marquent l'histoire. Il y a Daniel Bryan, Seth Rollins, Roman Reigns, même si on le veut pas, Roman Reigns marque l'histoire. Gargano pourrait être un des mecs là qui pourrait
qui pourrait être un des meilleurs catcheurs au monde, un peu comme Ric Flair avant, comment il était surnommé. Mais voilà, il peut avoir un booking exceptionnel, surtout si dans quelques années c'est Triple H qui reprend le flambeau. Vraiment, Gargano au main event, je les crois vraiment beaucoup. Et tout ce qui touche, c'est de l'or, quoi. Il a touché Almas, ça a fait un 5-star match. Il a touché Ciampa, ça a fait 2 5-star match. Parce que j'ai pas encore les notes dessus là. Mais c'est presque persuadé que ça soit un 5-star match. Voire, et je vous le dis clairement, moi je le pense, que Dave Meltzer est capable de mettre un 5,5 pour ce match. Clairement. Il l'a fait pour Okada Omega. Je verrai pas pourquoi il le ferait pas pour ce match. Qui est pour moi. Pour moi, il est objectivement. Non, subjectivement, pour moi, il est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus meilleur que celui de New Orleans. Objectivement, il est quand même un tout petit peu plus supérieur que New Orleans. C'est vraiment moi qui n'ai pas aimé celui de New Orleans. Mais il est vraiment plus supérieur que Orleans. Donc il devrait avoir plus que 5 stars. Mais voilà, c'est à voir. De toute façon, on vous communiquera les stars. On vous communiquera les. Je suis pressé de voir les notes de Dave Meltzer pour Money in the Bank et pour ce show. Vraiment, je sais pas ce que ça peut donner, mais ça peut être bien cool. Du coup, je vous le dirai, on vous dira tout ça dans la prochaine émission. On ne sait pas encore si on fera une émission enregistrée ou quoi, ou si, euh, si on fera en direct. C'est compliqué en ce moment, c'est assez compliqué, on sait pas comment faire, parce que les connexions bug, ça se trouve je testerai chez moi, mais on verra tout ça. En tout cas, c'est tout pour cette review de NXT Takeover Chicago. Hop, voilà, on va, hop, excusez-moi. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Oh, j'avais pas vu, mais c'est Moz. J'avais vu Moz là sur cette affiche, voilà, de NXT Takeover Chicago. Voilà, merci à tous. Juste avant, l'émission de la semaine prochaine sera une émission spéciale sur le UK Tournament, une review du UK Tournament. Elle aura lieu à 20h30, mercredi 27 juin, si le live se passe bien. Et le prochain live, ce sera mercredi 4 juillet 2018. Ce sera un live aussi le mercredi à 20h30. Mais là, gros point d'interrogation, ça sera par rapport au gagnant du UK Tournament que celui qui aura gagné choisira l'émission. Donc Thibaut avait pronostiqué Zach Gibson, j'avais pronostiqué Travis Bank et comment ça s'appelle, et l'ami Tony avait pronostiqué Mastiff ou Kofi. Je crois que c'était Kofi. Mais voilà, donc on aura tous les résultats très bientôt et de toute façon on vous en parlera dans l'émission du 27 juin. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo presque en live. En tout cas, les montages ont été faits en live. Dites-moi si vous aimez bien ce format enregistré. J'attends vos retours sur ce format enregistré. Est-ce que vous préférez peut-être ce format enregistré à un format live? J'attends toutes vos réactions. Personnellement, moi je m'en moque un peu. Le temps que l'émission sort chaque semaine sur un thème différent, c'est tout bon. Peut-être que nous se retrouverons vendredi ou samedi pour la review de Money in the Bank. Ça, c'est à voir. Suivez la chaîne, de toute façon. Suivez tous nos comptes de réseaux sociaux. C'est tout dans la description. Il manque juste mon Twitter. Mon Twitter, c'est @catchws. Et donc le Twitter de Tony, c'est @lprofesseur, je crois. Et mon Facebook, c'est Enzo Tantin. Vous pouvez m'ajouter. Et je pub tout le temps. Je marque quand on fait des émissions et je marque les émissions à venir. Merci à tous, on se retrouve très très bientôt. La suite au prochain Flash Wrestling Podcast. Le prochain Flash Wrestling Podcast, c'est sur le UK Tournament. Merci à tous et n'hésitez pas à partager, liker